on a du pot, on parle cyber, personne n'a fui la salle. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça progresse. Ça progresse. Alors, tout d'abord, nous sommes ravis de la mise à jour du manuel de certification qui maintenant inclut des indicateurs sécurité numérique. Donc, voilà, ça va nous aider et ça va surtout aider les structures de santé à améliorer leur résilience. De plus, la HAS souligne aussi que la qualité des soins va toujours avec la continuité des soins. Et ça, je trouve que c'est un paradigme qui commence à rentrer dans les structures de santé. Et il faut que ça continue. Pour nous, c'est aussi un peu un leitmotiv dans le sens où la continuité d'activité, c'est la continuité des métiers, de vos métiers, c'est la continuité de la prise en charge des patients et des résidents, avant même la continuité du système d'information qui est à part. On va parler un petit peu cyber ensemble. Hop. Voilà. En première chose, on va discuter de l'état de la menace. Alors, le but n'est pas de vous faire peur ou de vous faire partir de la salle, comme j'ai dit juste avant, c'est simplement qu'on puisse parler de la même chose. Et vous allez voir tout à l'heure, quand on va parler de la crise et des choses comme ça, on va voir qu'en fait, vraisemblablement, on a des abus de langage, on ne parle pas des mêmes choses. Donc là, déjà, en région, si on fait un petit panorama de la menace, sans rentrer dans des statistiques terrifiantes ou quoi que ce soit, il y a des grandes familles de choses qui nous arrivent plus ou moins dans les établissements, chez les professionnels libéraux, partout. Et pas que dans le monde de la santé. La première chose, c'est l'hameçonnage. Je pense que tout le monde connaît. On est envahi de mails désagréables qui nous demandent plein d'informations, que ce soit dans notre vie privée ou notre vie publique. Ça, il y en a partout. Mais pour les établissements, il y a aussi d'autres petites choses qui arrivent de plus en plus souvent. On a les faux virements. Donc, en fait, on a des prestataires, des gens avec qui on a des contrats ou des choses comme ça, qui se font voler ou usurper leur identité. On nous envoie un virement en nous disant tenez, on a changé de RIB, faut nous l'envoyer dans un nouvel endroit. L'an dernier, on en a eu 4. On a des principes pour ça, la double signature, etc. Et, tout. Et malgré tout ça, il y en a 2 qui sont arrivés sur les 4 jusqu'à Bercy et qui auraient été payés si Bercy s'en était pas rendu compte. Donc ça veut dire que malheureusement, tous les ans, on a des attaques sur notre argent. C'est bête, mais ça les intéresse. Donc les faux virements bancaires, c'est un vrai problème qu'on a, et qu'on soit gros ou petit, ça arrive partout. On a les attaques par les prestataires. Ça, c'est quelque chose qui nous arrive relativement souvent. 60% des incidents cyber dont on entend parler, ce n'est pas du phishing, ce n'est pas de l'hameçonnage ou des mails. C'est parce qu'on a fait confiance à un prestataire, c'est normal, on travaille avec lui tous les jours. On lui a donné des accès sur nos systèmes d'information, et les pirates vont rentrer par là pour venir nous attaquer. C'est 60% des attaques qu'on a partout dans les établissements. Donc en fait, le premier critère par lequel on nous attaque, c'est la confiance. Ce n'est pas du tout en nous harcelant le cerveau, c'est la confiance. Donc ça, c'est le critère le plus courant que vous allez avoir. Après, c'est le vol d'identifiants. On va nous voler nos informations. Donc on parlera rapidement en 2 secondes des bonnes pratiques, mais s'il y en a une qu'on doit se rappeler, c'est jamais un mot de passe à 2 endroits. D'accord ? Jamais, jamais, jamais. Ça ne marche pas. Donc, vous pouvez le garder un moment, votre mot de passe, ça c'est important. On vous disait avant, il faut le changer tous les 15 jours, tous les mois, tous les 3 mois et tout. C'est pas forcément vrai, parce que c'est pénible à changer, parce que c'est pénible à se souvenir. Par contre, quand on a le moindre doute, on ne l'utilise plus jamais. D'accord ? Quand quelque chose est tout taché, désagréable et tout, qu'on ne peut rien enlever, on ne le remet pas pour aller en public. Là, c'est la même démarche. On jette et on ne remet jamais. Et la dernière chose, c'est le vol physique. Il y en a de plus en plus. Je préviens les gens, plus on va améliorer la sécurité des outils numériques, plus on va revenir au vol dans les bâtiments, on va revenir au vol dans les voitures, on va revenir au vol dans les domiciles. On a des ordonnanciers qui sont volés tous les ans, on a du matériel qui est volé dans des téléphones, du matériel médical qui est volé tous les ans dans les véhicules ou directement dans les établissements en plein jour. Parce que généralement, on met des mots de passe, mais on laisse les portes ouvertes pour aller fumer. Et à la fin, on se fait voler nos affaires. Je vais juste rajouter 2 petits points. Souvent, la cybersécurité, on considère que c'est du numérique et c'est que de la technique. Et en fait, c'est très peu de tout ça.
Juste pour vous citer, les 2 premiers, hameçonnage et faux virement, en fait, pour les éviter, c'est de la sensibilisation et de la formation. C'est absolument pas technique et c'est absolument pas de l'outillage, en fait. C'est vraiment de l'organisationnel et du management de la sécurité, du management de la qualité et du risque. L'autre point, c'est par rapport au vol physique. Alors forcément, dans les structures de santé, on fait face à un gros défi, c'est-à-dire qu'à la fois, on doit être ouvert au public. Les structures de santé doivent donc permettre l'accès à tous les publics à une prise en charge, et à la fois, il faut une sécurité physique. Donc c'est un vrai défi pour les structures de santé. Et le vol de matériel informatique, c'est la preuve que la sécurité périmétrique des établissements n'est pas complète. Voilà. Je pense que là-dessus, personne n'aura de questions. Pour vous donner une idée, des incidents cyber dans la région, il n'y en a pas tant que ça. L'an dernier, il y en a eu 44 de signalés. J'y reviendrai tout à l'heure qu'il n'y a pas tous les signalements malveillants. Voilà, malveillants, où on avait des preuves, signalés 44. Ça fait quand même un tous les 8 jours, hein, mais 8 jours et demi. Mais ce n'est pas le pire. Par contre, des incidents liés à ça, on en a beaucoup, beaucoup plus. Entre 18,5 et 26,5 par mois. Donc ça veut dire que c'est des choses qu'on a régulièrement. Et on verra que sur nos systèmes d'information, mais on parle juste de technique, on ne parle pas d'attaque informatique ou autre, c'est très très souvent qu'on a des incidents qui vont nous empêcher de travailler correctement. J'y reviendrai tout à l'heure. On va passer à la slide d'après. Alors, juste voilà, pour repréciser un petit peu le contexte, quand il y a un incident de sécurité des systèmes d'information, que l'on peut qualifier de grave ou de significatif, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes tous à l'aise avec la chaîne de commandement et d'alerte dans vos structures? Est-ce que ça parle à quelqu'un dans la salle déjà? Peut-être même pas. Si? Ah, ceux qui merci. savent de quoi on parle, levez la main. Merci. Bon, merci. Donc voilà, donc quand votre structure a un incident de sécurité numérique, il y a un signalement qui doit être fait par la personne qui est représentante de la structure auprès du CERT Santé. Donc on commence en bas, structure de santé, et donc par téléphone ou par le portail du CERT Santé, il y a le signalement qui est envoyé. Le CERT Santé va analyser et évaluer ce signalement pour vérifier la gravité de ce signalement et en fonction, le transférer à l'ARS, donc chez nous en Nouvelle-Aquitaine, qui va ensuite le transférer à la délégation départementale, qui sera en charge notamment de contacter la structure qui a eu un incident numérique afin de vérifier plusieurs points. Déjà, vérifier et analyser l'offre de soins, s'il y a un impact sur l'offre de soins au niveau de la prise en charge des patients, savoir s'il y a besoin de faire des annulations, des déprogrammations d'opérations, s'il faut transférer des patients ou des résidents. Donc ça, c'est les premiers éléments les plus importants pour savoir si on doit transférer dans les autres départements, en région ou hors région. Oui. Oui. Quand on parle d'incidents numériques, ça peut être par exemple, vous avez des outils qui vous servent spécifiquement pour préparer les opérations ou autres, ils ne fonctionnent plus, c'est lié au numérique, c'est pas forcément une attaque cyber, c'est pas forcément un problème avec un prestataire, il faudra le signaler quand même. Ça n'est pas qu'une attaque malveillante, c'est tout ce qui est lié à un système d'information qui peut avoir un impact sur le soin. Il faut préciser, c'est pas une attaque, c'est un souci lié au numérique qui amène ou non une conséquence sur le soin. Alors même au-delà de ça, un incident numérique, ça peut être un incident d'origine naturelle, c'est-à-dire un incendie ou une inondation. Ça peut être un problème très technique, ça peut être une personne qui a fait une erreur humaine, tout simplement. Ça peut être un problème avec un éditeur qui ne vous permet pas d'accéder à votre DPI dans vos structures de santé. Donc il y a plusieurs types de causes, mais à la fin, il y a bien un impact sur le soin et la qualité de prise en charge des patients. Je m'explique, il y a 2 étés, on a eu des forts orages en plein été, et donc c'était les dispositifs d'appel en chambre qui ne fonctionnaient plus. Donc les patients en chambre ne pouvaient plus appeler les cadres ou les personnes d'astreinte. Donc là, c'est un incident numérique, même si c'est lié à un incident naturel en première cause. Donc pour en revenir à l'ARS, au niveau de la délégation départementale, vous serez contacté en tant que structure pour savoir l'impact sur l'offre de soins, savoir si vous avez réussi à faire tous les signalements qui sont obligatoires, on va les lister juste après,
et savoir si vous avez des besoins en termes matériels ou des besoins en termes d'expertise SSI. Il faut savoir que nous, dans la région, on a des experts en sécurité des systèmes d'information qui peuvent vous aider si vous êtes en difficulté. Voilà. Donc l'ARS va faire le point avec vous et va aussi faire le lien avec la préfecture et les autres services de l'État en fonction de la gravité de la situation. Voilà. Du coup, on vous a fait un petit document qu'on vous laissera à disposition, qui est sur le site des EA aussi, qui est la chaîne d'alerte. C'est-à-dire, le jour où j'ai un problème, on discute souvent d'avoir des procédures et tout. Là, on en a fait une qui tient en une page pour tout le monde. Sachant que celle-ci, on est d'accord, elle est adaptée. Vous voyez en haut sur la première case, hors OSE. Donc OSE, en gros, entre guillemets, ce sont les établissements les plus sensibles qui viennent d'une directive européenne. Ce ne sont pas que des établissements de santé, d'ailleurs. On en a dans 18 grandes familles de métiers différentes. Mais nous, dans le monde de la santé, on en avait 12. Donc eux, ils ont un statut un peu à part. Ils ont des obligations supérieures et ils ne préviennent pas tout à fait les mêmes gens. Si vous êtes libéraux, il y a une autre chaîne d'alerte. Je la tiens à votre disposition aussi. Et si vous, tout à l'heure, pouvez venir me voir, je vous dirai où aller la récupérer directement. Donc là, on est parti sur la partie établissements médico-sociaux ou sanitaires. On voit que la première chose, on a un incident. Ce n'est pas une attaque cyber, c'est juste un incident qui touche de près ou de loin au système d'information. Si ça a un impact sur le soin, déclaration Aurore. Tout de suite, déjà, on parlait d'opérationnalité tout à l'heure, Laurent en parlait, il y a plein de choses qui peuvent se décaler, qu'on ne peut plus réaliser. Donc tout de suite, on adapte et on prévient. Si c'est malveillant, la partie que vous voyez sur votre droite, contacter la police, contacter la gendarmerie, elle n'est pas obligatoire, mais à titre personnel, je vous le conseille, pour 3 raisons. Déjà parce que juridiquement, c'est bien, pour se couvrir un petit peu, mais en plus parce que vous allez vous faire accompagner tout de suite. La police et la gendarmerie ont des moyens et ils ont parfois des solutions instantanées. Donc là, si vous subissez une attaque, par contre, des fois, ils ont une clé de déchiffrement, donc ils ont des fois la réponse à votre problème. Ils ont la capacité à aller négocier avec les gens malveillants. Ils ont aussi la capacité à vous faire accompagner immédiatement H24, 7/7, tous les jours par quelqu'un. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'appeler. Sachant que quand on parle d'appeler, ça ne veut pas dire aller remplir la plainte au commissariat ou à la gendarmerie tout de suite. Les procédures administratives, pour être honnête avec vous, dans le code pénal, on a des années pour les faire, selon l'objet du délit ou du crime. Par contre, le signalement, on n'a pas très longtemps. Pour vos assurances, c'est 72 heures, si vous avez des assurances cyber, par exemple. Au-delà, vous serez embêté. On déclare l'incident au CERT Santé, vous avez l'adresse ici. On déclare à l'ARS aussi, tant qu'à faire, on les met en copie, comme ça, c'est fait tout de suite. S'il y a une violation de données personnelles, alors on parle d'un doute, on ne sait pas des fois tout de suite s'il y a des risques pour les patients, pour les identités des patients, mais aussi pour les identités des collègues de l'établissement ou n'importe qui. Vous pouvez dire, écoutez, on a un doute. Vous avez 72 heures pour dire à la CNIL, on a un doute. Et après, vous pouvez très bien les rappeler et dire, non, finalement, apparemment, il n'y a rien. Il n'y aura pas de suite, ils ne vont pas vous embêter. Par contre, si vous n'avez pas déclaré tout de suite, ils vont vous demander de vous justifier de pourquoi vous n'avez pas prévenu. Ce qui est un peu dommage. Donc prévenez-les tout de suite si vous avez un doute. Si vous n'avez pas de doute, vous avez fait là toutes les obligations juridiques et légales que vous pouvez avoir. Ça a aussi un autre avantage. Plus vous nous prévenez, plus on sait ce qui se passe, mieux on vous aide et plus on flèche les moyens pour mettre des solutions après. Je dis ça pourquoi ? On a très peu de signalements ESMS, alors que c'est réglementaire. On a très peu de signalements sur les libéraux, alors que c'est conseillé, c'est pas encore réglementaire, je pense que ça va pas tarder. Et c'est dommage, parce qu'en gros, on ne peut pas vous flécher de moyens, on ne peut pas venir assister les gens puisqu'on n'est pas au courant des problèmes. On finit par les apprendre 6 mois ou 1 an après. C'est dommage, donc plus vous signalez, plus on peut vous apporter de l'aide tout de suite. Et il y aura tout le temps quelqu'un, H24, 7/7, 365 pour vous aider. Ce n'est pas forcément la cellule cyber, ce n'est pas forcément l'ARS sur la partie informatique, sur la partie soins bien entendu, mais tout de suite on vous mettra en relation avec des gens qui vont être disponibles là. Même le jour de Noël, le CERT, le campus cyber, on trouvera des gens pour vous aider.
Et par rapport au délai, par rapport à la police et la gendarmerie, comme on le disait tout à l'heure, les faux ordres de virement qui sont assez courants, surtout le vendredi soir, en fait, il y a un délai de 48 heures. Au-delà de dans les 48 heures, si vous le signalez à la police ou à la gendarmerie, il peut y avoir un recall, donc une procédure pour rapatrier l'argent qui a été viré. Au-delà des 48 heures, ce ne sera plus possible. Il est préférable de contacter la police ou la gendarmerie au moindre souci, au moindre doute, même si on n'est pas sûr de nous. Après, la police et la gendarmerie n'auront aucun souci, même si c'est pas malveillant. Ils préfèrent prendre l'enquête et voir que c'est pas malveillant plutôt que de passer à côté d'une situation malveillante. Et surtout, ils viennent aussi pour collecter les preuves en cas d'attaque, notamment. Voilà. Un micro-détail là-dessus, il faut le savoir juridiquement, on ne vous demande pas de tout réussir, d'accord ? Là, je parle pour les gens qui seraient dans les directions, par exemple. Vous n'avez pas d'obligation de réussite, vous avez des obligations de moyens. Vous avez l'obligation d'essayer. Et dans la collecte de preuves, c'est important parce que souvent, il se passe quoi quand on a un souci avec son informatique, parce que ça arrive à tout le monde, moi le premier. Premier truc qu'on fait, on efface tout et on remet au propre pour travailler. Le problème, c'est que si c'est un incident malveillant et que vous effacez des éléments techniques, on va vous dire que vous ne gardez pas les preuves et c'est un délit. Donc, alors, rassurez-vous, j'ai vu aucun directeur partir en prison pour ça. Mais par contre, c'est un peu dommage parce qu'après, l'assurance cyber, par exemple, pourrait dire vous n'avez pas respecté les procédures, on vous rend 0. Et là, c'est un vrai problème. Donc en fait, suivez les chaînes d'alerte, elles sont vraiment là aussi pour vous accompagner juridiquement et vous accompagner au niveau organisationnel. Si vous avez le moindre doute, vous appelez la cellule, vous aurez quelqu'un de toute manière, sauf on n'est pas H24/7/7, mais on répond très vite et on est informé par le CERT. On revient vers vous et on vous donne des solutions. Mais l'épreuve, vaut mieux prendre 3 heures et se faire rembourser par l'assurance que vouloir se dépêcher et se retrouver avec 300, 400, 500 000 euros de remédiation et d'avoir $0 payé par l'assurance. On en a parlé, sauf les obligations. Oui. Alors, on vous les a mis, donc les incidents cyber. Donc 158 sur le premier semestre. Alors, on ne parle pas d'attaque cyber, on parle d'incidents ayant un impact sur le soin ou autre par le système d'information. 27 sur le CERT santé. Ceux-là, on a plus de tendance à penser qu'ils sont malveillants, mais on vérifie à chaque fois. Les obligations légales, déclaration des incidents, on vous en a parlé. Vous avez aussi les exercices de crise qui sont une obligation juridique. Je vous passerai la note de service désagréable du 30 janvier 2023, l'instruction HFDS. Non, je ne l'ai pas dit. D'accord. En tout cas, il y a une instruction nationale qui oblige aux exercices de crise de manière annuelle pour les établissements sanitaires. Je le dis entre parenthèses, ça arrive très vite pour les établissements médico-sociaux. Je pense que dans les 6 mois, ça va commencer. L'année prochaine, c'est certain. La conservation des preuves, je vous l'ai dit. L'obligation, je vous l'ai dit. Et il ne restait qu'une petite chose. Est-ce que vous savez ce que c'est un AQSSI ? Est-ce qu'il y a des membres de la direction d'établissement ici dans la salle ? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît ? Il y en a ? Vous ne sentez pas coupable, hein ? Ça marche. En fait, les AQSSI, c'est vous. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'au niveau juridique et administratif, vous êtes l'autorité qualifiée de la sécurité des systèmes d'information. Qu'entend-on par là ? C'est un mot désagréable pour dire c'est votre responsabilité et vous pourrez la partager mais pas la déléguer. Je m'explique, c'est-à-dire comme souvent et sur plein d'autres sujets, plein d'autres thématiques, vous pouvez prendre un RSSI ou quelqu'un pour vous accompagner, quelqu'un qui va vérifier pour vous que les choses sont mises en place, mais vous ne pourrez pas déporter votre responsabilité juridique de l'obligation de moyens. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour que vous le sachiez. Et là aussi, on peut vous accompagner et en discuter avec vous. La cellule cyber n'aide pas que les DSI et les RSSI, elle aide aussi les directions. Alors, après, on voulait vous parler un petit peu de nos actions, nos missions, nos responsabilités et notre périmètre d'action, que ce soit au niveau ARS ou au niveau donc ESEA, e-santé en action, qui est notre GRAD, notre groupement d'appui à la e-santé, au développement de la e-santé. Donc, on ne va pas forcément tout lister sur les missions et les responsabilités parce qu'elles sont notées dans les slides qui suivent.
On va vous laisser les lire si vous voulez en prendre connaissance. Par contre, il y a un point qui est important, c'est que cette responsabilité cyber au niveau ARS est assez récente. En effet, c'est dans le cadre du plan de renforcement cyber qui a été adressé aux ARS en 2021, en juillet 2021, que nos ministères ont souhaité, suite notamment à l'affaire de Dax, installer une vraie stratégie cyber et pouvoir la décliner en région. Donc, au niveau des actions, des activités, il y a différentes grandes catégories, notamment l'information, la sensibilisation, le fait de pouvoir créer un réseau, tu peux aller un peu plus loin, créer un réseau et animer un réseau de sécurité des systèmes d'information, fournir des outils. Aujourd'hui, l'ARS et le GRAD, nous fournissons des outils gratuits aux établissements sanitaires. Donc on pourra vous en parler si vous le souhaitez, un peu plus en détail. Et si tu descends ensuite, la dernière. Ensuite, on a aussi des rôles et des responsabilités par rapport aux organismes institutionnels et aux autres services de l'État, préfecture, police nationale, gendarmerie, le HFDS, aux fonctionnaires de défense et de sécurité, l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité et des systèmes d'information. On est aussi en lien avec les collectivités territoriales qui sont aussi en possession de données de santé. Et au niveau de l'ARS, au niveau du périmètre, on est sur tous les acteurs de santé. Donc on est sur un peu plus de 400 établissements de santé dans la région Nouvelle-Aquitaine. On est sur 38 000 professionnels de santé libéraux. On est à 4 500 établissements sociaux ou médico-sociaux, les CPTS et tout ce qui est représentant des professionnels de santé libéraux. Donc c'est assez large pour un certain nombre d'actions. On est évidemment en charge de renforcer la chaîne de commandement et d'alerte que je vous ai présentée tout à l'heure. Et quelque chose qui va intéresser beaucoup de structures sur les financements, je suppose. Donc voilà, donc nous, on a une veille active sur les financements, que ce soit les financements européens, nationaux, régionaux ou locaux d'ailleurs. Et en interne à ARS, nous avons aussi mis en place plusieurs dispositifs financiers pour vous accompagner, établissements de santé, pour l'achat de matériel en cybersécurité, notamment via un AAP, et un dispositif pour financer les exercices de crise. Voilà. Alors, on a mis plein de choses dans les diapos, on vous les laissera, hein, parce que si vous devez lire tout ça, c'est pas super sympa et pas super agréable. Il faut savoir que l'accompagnement sur la cyber, c'est quelque chose de continu, on va dire. Mais en fait, le mot cyber, presque, il nous dessert. Parce que l'accompagnement ne va pas se faire que sur un niveau technique ou un niveau purement opérationnel. On vous l'a dit, on va faire sur le financement, mais on va aussi aider à la compréhension des enjeux, on va aussi aider à la formation des personnels, on va aussi aider au conseil stratégique, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'asseoir 2 heures avec un directeur qui nous dit « moi, j'ai des choix à faire, mais là, je ne sais pas vers où je dois aller » ou « je ne veux pas forcément... comprendre le contexte qu'avec le point de vue de mon DSI, je voudrais qu'on s'assoie et nous, on va venir, on ne prendra jamais de décision. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est l'accompagnement et le conseil. C'est favoriser la capacité de la personne à côté de nous à mieux comprendre les enjeux et à mieux décider par elle-même. Donc, si vous me demandez de venir 5 minutes et de dire Damien, j'ai un problème sur ça, je ne vais pas vous dire qu'il faut faire ça. Je vais vous lister toutes les options, je vais vous dire il y a ça, là vous aurez tel problème potentiel, là tel avantage, etc. Faites votre choix, c'est à vous de décider, c'est vous qui avez la stratégie d'établissement. Par contre, on va vous accompagner. On va aussi faire un accompagnement spécifique autour de la crise, on va y revenir juste un petit peu après, mais on peut vous accompagner sur tout le parcours. Vous listez les gens qui vont vous aider pour préparer les exercices, on peut former les gens pour vous de votre établissement pour qu'ils fassent les exercices. Selon la typologie de votre établissement et sa criticité, on peut venir assister à l'exercice de crise et venir après apporter justement cette capacité de conseil pour l'aide à l'amélioration. On va proposer très vite un outil de scan de vulnérabilité. Alors, ce n'est pas pour faire peur, c'est simplement, en gros, on a une exposition sur Internet. Les gens, ils nous regardent et ils utilisent tout ce qu'ils trouvent contre nous. C'est un peu comme dans les séries américaines. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Ben là, c'est pareil. Tout ce que vous laissez sur Internet sera utilisé contre vous. Et donc, nous, on va vous aider là-dessus. On va avoir des outils de sensibilisation et des campagnes de phishing. Donc pour les établissements, il y a 2 solutions. Ou ils viennent nous voir, on leur porte un marché public, je vais être honnête, un coût qui défie toute concurrence à l'année.
Et en gros, le grade paye une partie et vous payez une partie minime et vous êtes autonome pour faire ça, ou alors vous n'avez pas cette capacité-là. Et depuis là, au mois d'octobre, vous allez pouvoir directement nous contacter, vous inscrire, et on va faire une campagne de phishing pour votre établissement. On vous partagera les résultats. Nous, l'intérêt, ce n'est pas de connaître comment va votre établissement, c'est de vous aider, et on vous donnera des stratégies pour vous améliorer après. On va avoir de la recherche en source ouverte, ça rejoint ce que je vous disais juste avant. Tout ce qui est sur Internet va être utilisé par des attaquants. Je lisais tout à l'heure que la MGM, grande société de cinéma, à plus de 33 milliards de bénéfices annuels, s'est fait pirater parce que son employé avait un compte LinkedIn et qu'à partir de là, en 10 minutes, on lui a passé un coup de fil, il a donné tous ses accès. Et donc, vous voyez, c'est avec le LinkedIn et non pas avec une attaque informatique qui sont rentrés partout. Pourtant, 33 milliards, il y a des moyens de faire de la cyber. Formation des équipes en ligne, on va être capable de former vos personnels en ligne, à distance, et d'adapter nos formations à vos besoins. D'accord ? On ne va pas venir dire c'est comme ça qu'il faut faire, on va vous demander quelles sont vos habitudes, quels sont vos process métiers, comment vous fonctionnez, quelle est la politique de sécurité que vous avez ou que vous envisagez dans votre établissement, et on va construire quelque chose en commun. On est toujours dans la co-construction. On va beaucoup vous aider sur l'aide à l'amélioration, c'est l'objectif ultime de la cellule. La cellule, son but, c'est qu'un jour, vous n'ayez plus besoin de nous. D'accord ? À part, je pense que dans le monde du soin, c'est le but de tout le monde, d'aider les gens et qu'ils n'aient plus besoin de nous. Je pense qu'il y a peut-être qu'une exception, mais ce n'est pas du soin, je n'irai pas sur ce truc-là, mais Freud a créé un métier qui n'existe pas, où voilà, on se fait de l'argent en faisant revenir les jambes, c'est un autre débat. Et donc, je vois qu'il y en a qui ont compris. Conseil, direction, RSSI, DSI, ça n'est pas technique. Nous parlons à tout le monde, même les métiers, les CPME, tout le monde. On parle à n'importe qui. Que ce soit pour des procédures, des habitudes métiers, on y reviendra sur la crise. On flèche bien entendu les signalements à jour de tous les financements qui existent. On vous conseille, on vous dit celui-là vous êtes éligible, celui-là vous ne pourrez pas, et on vous renseigne au fur et à mesure. Alors pour rendre l'activité, la slide suivante un peu plus ludique, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui sont dans des structures sanitaires, ceux qui sont dans des établissements de santé, pour voir un petit peu. D'accord. Est-ce que dans tous ces établissements de santé, gardez la main debout, levez plutôt, quels sont les établissements qui ont fait un exercice de crise ? Alors, fait dans l'année. Waouh. C'est bien, on a un public d'avertis. Vraiment, c'est très très bien. Donc voilà, l'exercice de crise, c'est une obligation légale. C'est une obligation imposée par nos ministères. C'est pas une obligation pour casser les pieds. Clairement, c'est une obligation pour se préparer à une cyberattaque, pour anticiper un incident majeur. Quoi dire ? Pour ceux qui n'ont pas fait l'exercice de crise, en espérant que ce soit juste une question de planification et que ça va bientôt arriver, si jamais vous ne savez pas comment faire un exercice de crise, vous pouvez contacter la cellule cybersécurité. On a aussi un kit mis en place par l'ANS, l'Agence du numérique en santé, pour vous aider en interne et en autonomie à faire l'exercice chez vous, en autonomie. Si jamais vous n'aviez pas l'envie de le réaliser par vous-même ou pas le temps, vous pouvez passer par de la prestation, par des prestataires. Si c'est ça, on a un annuaire avec la liste de tous les prestataires de la région qui peuvent venir faire un exercice de crise chez vous. Et si vous avez des difficultés financières, il y a un dispositif financier pour payer cette prestation. Voilà. Donc on essaye de tout faire pour vous aider à améliorer votre résilience au niveau numérique, en sachant que derrière, ce n'est vraiment pas pour cocher une case ou pour un indicateur. C'est qu'on l'a vu en région. On a un établissement qui s'est fait cyberattaquer il y a quelque temps. Il a eu ensuite un exercice de crise. Il a re-eu une cyberattaque. La deuxième cyberattaque a été beaucoup moins douloureuse. Il n'y a même pas eu d'impact sur l'offre de soins et la prise en charge des patients. Et les services ont été très progressivement remis, mais ça a duré 10 jours. Voilà, pour vous donner une idée. Si vous êtes préparé, ce sera beaucoup moins douloureux que si vous ne l'êtes pas. Je te passe la main. Oui, juste par rapport aux exercices de crise, il y a quelque chose qui est important, et c'est pas au niveau régional, c'est au niveau national, je pense. On a une petite erreur de compréhension là-dessus. Un exercice de crise numérique en mode dégradé,
c'est pas un truc technique et c'est pas quelque chose qui doit être géré par la DSI. Il y a plein de gens de la qualité ici, ça me fait super plaisir. Pourquoi ? Parce que la cybersécurité, c'est une démarche qualité appliquée au système d'information. Ça n'est pas autre chose que ça. Donc je pense qu'on peut tous se comprendre là dans la pièce, ça n'est pas quelque chose de technique, c'est quelque chose de stratégique, c'est quelque chose d'organisationnel, c'est quelque chose de continu, c'est quelque chose qui se construit, qui se mesure avec des contextes techniques et pas uniquement des contextes techniques. Donc quand on parle d'exercice de crise, c'est pas à votre DSI d'organiser l'exercice de crise, c'est à la qualité ou à la direction, mais c'est pas à votre DSI. Votre DSI doit y participer, c'est pas à votre RSSI, c'est vraiment à vous. C'est un sujet d'établissement. En 30 secondes, pourquoi c'est un sujet d'établissement et pourquoi c'est important ? On entend des mots, PRA, PCA, RPCA, c'est le mélange des deux, PRI, PCI, il y a plein de mots super désagréables. Moi, quand je suis arrivé dans le monde de la santé, les acronymes, ça m'a fusillé. J'ai mis 2 ans à m'y faire. Mais en tout cas, c'est pas le truc le plus important. Ce qui est important dans un PCRA, c'est quoi ? C'est que c'est une démarche globale. C'est une démarche qui englobe le soin, mais c'est une démarche qui doit englober l'humain, c'est une démarche qui doit englober tous les systèmes. Je viens d'un univers un peu différent, et en fait, vous connaissez la différence entre une arme et un système d'armes ? Non ? Allez, je vais vous partager un truc, en 30 secondes, vous allez voir que c'est super utile à comprendre à quoi sert un PCA. L'arme, eh ben, par exemple, c'est un avion, d'accord ? Vous avez un avion de chasse, à l'intérieur, il a des missiles ou autre, il rend un service, il rend du soin, ce que vous voulez. Alors, pas l'avion de chasse, il rend pas du soin, ça c'est définitif, mais par contre, derrière ça, pour que ça fonctionne, il y a tout ce qu'on appelle un système d'armes. Il faut une piste, il faut des pilotes, il faut former les pilotes, il faut du carburant, il faut des pièces de rechange, il faut du temps de formation, il faut de l'argent, il faut tout un tas de process pour que le premier truc et le seul truc qu'on voit fonctionne comme il faut. C'est exactement la même chose pour le soin et pour un établissement de santé. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas nos process métiers. On connaît très bien nos métiers, vous connaissez parfaitement bien vos métiers. Par contre, les process d'interaction entre nos métiers pour que chaque métier fonctionne comme il faut, on ne les connaît pas bien. Le PCA, il va servir à ça. Il va servir à dire, pour que je rende mon métier correctement, de quoi j'ai réellement besoin. Et 90% du temps, ce n'est pas de l'informatique. J'ai besoin de l'information, peu importe par où elle arrive. D'accord ? Si je n'ai pas l'anamnèse, si je n'ai pas l'antériorité patient, elle a beau ne pas venir d'un ordinateur ou elle a beau venir par du papier, quand je l'ai, je sais ce que je fais, quand je ne l'ai pas, j'ai des doutes. Quand je dois adapter une chimiothérapie alors que je n'ai pas les antécédents, je vais avoir du mal à le faire. Donc la réalité, c'est que c'est l'information qui compte. Ce n'est pas l'outil qui vous la transmet. Donc en fait, les outils informatiques sont au service du soin et sont au service des autres métiers. Et ça, c'est super important. Et le PCA et les exercices de crise doivent vous aider à remettre ça à l'avant de vos établissements. Comment je continue à rendre du soin ? 2 exemples tout bêtes. J'ai un incident énorme, et après on va passer. J'ai un incident énorme, je fais revenir tout le monde. C'est le premier truc qu'on ferait tous, je fais revenir tous mes personnels. Au bout de 8 heures, j'ai cramé tout le monde. J'ai plus personne, j'ai plus de stock. Donc quand on gère un incident ou quand on gère une crise, on gère de la logistique. Dans la logistique, il y a aussi des facteurs humains. Et on ne les prend pas en compte. Et typiquement, c'est ça que va vous permettre de faire un PCA, PRA s'il est bien construit. Ça ne va pas être que remonter le serveur qui est dans le bout du couloir. C'est dire, j'ai besoin de combien de gens pour rendre ce service ? Donc il va me falloir une rotation. Il faut que les gens ils puissent dormir, il faut qu'ils puissent manger. S'ils sont tout seuls, célibataires, et que je les fais travailler, comment est-ce qu'ils vont garder leurs enfants ? Sinon, ils ne vont pas venir. Donc ils ne vont pas m'aider. C'est tout ça qui va rentrer dans un PRA, PCA s'il est fait correctement. Et ce n'est pas de la cyber. Donc en fait, vos exercices de crise, ils doivent vous aider à comprendre comment fonctionnent vos établissements pour plus jamais aller vers le truc le plus grave, d'accord, qui est le naufrage. Il ne faut pas qu'un établissement coule. Pour vous donner une idée, 60% des entreprises qui subissent une attaque ne s'en remettent jamais. Elles coulent. 60% des établissements de santé, s'ils coulent, vous croyez vraiment qu'on pourrait se le permettre ? Et ce n'est pas qu'une question d'argent. Voilà, là on a lancé le débat de pourquoi il faut faire des exercices de crise. Ce n'est pas pour cocher une case, c'est pour se sauver. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Ah oui. Oui, en tant que représentant des usagers, pour tous mes collègues, on a donc des adresses mail.
Bon, moi particulièrement, j'ai un antivirus que je juge efficace, mais bon, il ne soit jamais suffisamment efficace par rapport à l'évolution des hackers. Et parmi les représentants des usagers, il y a des personnes âgées, parce que dans le bénévolat, malheureusement, nous sommes pas mal de retraités. Alors bon, au niveau informatique, il y a des niveaux plus ou moins différents. Donc l'appréciation des antivirus, ou même des fois, il n'y en a pas du tout. Quand on communique avec l'établissement de santé, et on doit communiquer, on fait des échanges, là, ça pose problème. Il n'y a pas d'aide par rapport à ça, parce qu'il y a du bénévolat, on encourage le bénévolat, la représentation des usagers, mais on ne se pose pas la question des moyens informatiques à l'adresse des représentants des usagers pour travailler et construire avec l'établissement de santé. Voilà, ça c'est une problématique qu'il ne faut pas oublier aussi. Donc je pense qu'il faudra lancer un peu la bouteille. Comment est-ce qu'on peut accompagner les représentants des usagers pour être en conformité et au diapason avec l'établissement de santé sur le sujet? On a créé quelque chose en partie pour répondre à ça. Et après, les établissements, ils travaillent aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce qu'il y a des problèmes, les établissements ne font rien. Les établissements font vraiment beaucoup de choses pour que ça marche. Beaucoup. Beaucoup de gens font plein de choses. Après, ce qu'il y a, c'est que ça évolue très vite. Mais en 2 secondes, il y a quelque chose qui s'appelle les ambassadeurs cyber. Vous écrivez à cybersécurité, là. Vous dites que vous voulez être ambassadeur cyber. Et en fait, c'est des gens du monde de la santé qu'on va former, qu'on va informer et surtout qu'on va avoir, on va dire, comme client VIP et qu'on va prendre sous notre aile de manière régulière pour qu'ils parlent à leur pairs directement. Donc pour moi, justement, les représentants des usagers, ils rentrent là-dedans. Et on va vous informer, on vous répondra à vos questions, on parlera d'outils pour que vous puissiez parler à tout le monde. Et vous aurez donc forcément ce premier niveau de compréhension, de gestion des outils et tout. Et c'est totalement pris en charge et gratuit. Je précise, rien de ce qu'on fait n'est payant. Enfin, c'est l'ARS qui paye. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'interviens dans la mission IGS du SICA avec mes collègues et on rencontre lors des analyses des IGS régulièrement dans les facteurs contributifs des problèmes liés à des pertes de données, à des logiciels qui ne sont pas interfacés. En fait, c'est vraiment des problèmes, non pas d'attaque, mais des problèmes de fonctionnement. Et alors, ce qu'on dit depuis quelque temps, grâce à vous, et je vous remercie pour cette intervention, c'est très précieux, on leur dit de déclarer sur le portail à cybersécurité, puisque ce n'est pas... Les gens pensent que ça ne concerne que les attaques, mais que ça concerne aussi le fonctionnement. Très concrètement, je n'ai pas très bien compris comment vous intervenez lorsqu'un établissement vous appelle « Allô ?» c'est le bazar au niveau de notre système, on perd des données, notre éditeur ne veut pas bouger, on n'arrête pas de faire des tickets. On a eu un établissement comme ça, c'était du médico-social, où il y avait on avait des directions qui étaient complètement perdues et qui étaient sans ressources en disant on ne sait pas comment faire pour faire bouger les éditeurs, il faut payer, il faut... Voilà. Et c'était vraiment des personnes en grande difficulté. Et comment est-ce que vous agissez quand vous avez ce type de demande? Alors oui, clairement, on a plusieurs des EIGS en lien avec l'interopérabilité. C'est-à-dire que vous avez plusieurs systèmes dans vos systèmes d'information qui ont du mal à communiquer entre eux. Alors, dans l'immédiat, c'est difficile d'avoir une réponse commune qui va aller se patcher sur tous les établissements parce que tout le monde a des structures et des architectures différentes. Nous, au niveau ESEA, on est en train de voir comment on pourrait vous aider, soit sur de l'aide avec du support par rapport, des bonnes pratiques par rapport au contrat avec les éditeurs pour leur demander des tests de demi-interface, par exemple, avec d'autres systèmes tiers. Donc au niveau, avant de vous installer les mises à jour, vérifier que les interfaces fonctionnent bien. L'autre point, c'est qu'on essaye de voir avec des prestataires s'ils peuvent vous faire des prestations d'aide, de conseils pour techniquement améliorer les interfaces ou mieux les gérer les interfaces.
Le troisième point, c'est que grâce au Ségur du numérique, justement, on essaye de mettre en place des versions qui sont validées Ségur. Elles sont validées Ségur notamment parce qu'il y a de l'interopérabilité. C'est-à-dire que votre logiciel qui va gérer votre DPI pourra communiquer avec votre logiciel qui va gérer la messagerie, l'identito, etc. Et c'est grâce à ces versions homologuées de l'ANS via le Ségur du numérique que l'on va réussir à terme, ce ne sera pas immédiat, mais ce sera dans quelques années, de pouvoir avoir des systèmes cohérents entre eux et qui communiquent. Et je sais à quel point c'est perturbant, par contre. Oui. En attendant, du coup, vous pouvez toujours nous écrire, soit à Cécile, soit à moi, et de facto, soit on connaît le prestataire et on a un échange avec lui, soit on ne le connaît pas, on remonte par le CERT Santé et l'ANS le problème, et généralement, c'est dans ces cas-là l'ANS qui va prendre attache directement avec le prestataire pour voir s'ils ne sont pas dans le parcours Ségur, comment est-ce qu'on peut les faire se rapprocher des obligations. Mais on commence à avoir de l'influence sur ces sujets, mais c'est quelque chose qui est en train de se construire. Donc ça n'existait pas, cette vision générale, elle est en train d'arriver. Voilà. Oui. Et plus il y en a qui jouent le jeu, plus on a d'impact sur ceux qui ne jouent pas le jeu. Oui, tout à fait. C'est vraiment important parce que nous, plus il y a de tickets, plus on peut le faire peser dans la balance. Et le dernier point, c'est qu'on a parfaitement conscience de l'impact de ces EIGS. Juste pour donner un exemple, on a eu un logiciel qui ne montrait plus le risque de fausse route pour des patients dans le médico-social et on a eu un accident parce que la personne qui donnait le repas ne le voyait plus, c'était plus affiché. Voilà, donc on en a parfaitement conscience. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à tous les deux. On vous réinvitera, je crois.